Sans plus tarder, je laisserai la parole à Lisandre et Guillaume qui pourront se présenter de manière un peu plus exhaustive et par après nous plonger dans les mondes sociaux de l'autisme. Merci Rachel. En fait, moi je suis Guillaume Ouellette, comme Rachel le disait, chercheur au CREMIS et professeur associé en sociologie à l'UQAM. Je ne pense pas de faire beaucoup plus exhaustif que ça. Aussi, je vous avertis déjà, j'ai un chat qui est hyper tannant. Dès que je parle en Zoom, il se pointe, fait que désolé pour ça. Euh, donc, c'est ça, je ne pense pas te présenter plus que ça. On va présenter notre projet de recherche, donc ça va vous apprendre un peu comment on travaille, tout ça. Peut-être dire qu'on est sociologue de formation, puis que c'est évidemment comme ça qu'on plonge dans la matière. Donc, Lisande, je te laisserai te présenter. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Donc, Lisandre Labrec-Lebeau, je suis chercheur aussi universitaire en milieu de pratique, comme Guillaume, au CREMIS, et professeur associé au département de sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais, même si, comme Guillaume l'a dit, on est sociologue de formation, on travaille avec des gens de toutes sortes de disciplines. Donc, je vais y aller avec le partage d'écran. On plonge, puis comme Rachel le disait, si vous avez des questions, tout ça dans le chat, on va tenter d'y répondre. Oui, peut-être dire que nos travaux, dans le fond, s'inscrivent dans le champ thématique aux prémices de capacité, normes sociales, intervention. C'est un champ qu'on dirige, moi et Lisandre, dans le fond. C'est vraiment, c'est ça, des chercheurs, les membres du CREMIS qui peuvent s'inscrire dans ce champ-là. Donc, on essaie de faire une vie scientifique autour de ces questions-là, des capacités, incapacités, normes sociales, intervention et tout. Donc, si vous consultez le site Internet du CREMIS, vous allez voir qu'il y a des activités organisées dans le cadre de ce champ-là. Donc, on s'est déjà présenté. Peut-être dire qu'on a travaillé ce projet-là avec Chloé Dauphinet et Maud Laflamme, qui étaient étudiantes à la maîtrise en sociologie, et que c'est une subvention qui est obtenue du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, je vous présente rapidement l'esprit de la démarche, dans le fond. Nous, on est arrivé pour aborder la question de l'autisme en se disant, bon, ben, on veut partir d'un regard neutre, le plus neutre possible, pas avoir de préconception sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça devrait être, mais prendre le pouls de qu'est-ce qu'on nous dit que c'est. Donc, on a lu pas mal. Excusez-moi. On a lu la littérature scientifique, évidemment. On a essayé de voir qu'est-ce qui se disait dans les médias, comment on parle de l'autisme et tout, et on était assez intrigués. Donc, premièrement, l'autisme, ce qu'on a vu au niveau de la recherche, c'est que c'était concentré dans le champ biopsychomédical, donc beaucoup décrit en psychiatrie, en psychologie, neurologie, génétique et tout. Très, très peu décrit sur l'implication sociale, de l'existence du phénomène social de l'autisme comme tel. Donc, nous, c'est de ce côté-là qu'on a décidé d'aller regarder. On voulait analyser, dans le fond, les représentations de l'autisme, puis les dynamiques à l'œuvre qui construisent le phénomène de l'autisme. Aujourd'hui, c'est un peu une incursion dans ça qu'on va faire avec vous. Donc, vous allez, au fur et à mesure, voir un peu l'esprit de la démarche et comprendre comment ça prend place. Donc, on a analysé, comme je vous dis, la littérature scientifique. On a aussi analysé en détail des blogs de personnes autistes. C'était très intéressant aussi de voir qu'elles ont à dire. On a fait des entrevues individuelles et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va se concentrer, en fait, sur les analyses faites dans les entrevues individuelles. Donc, on avait des personnes qui avaient reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. On avait des parents ou des proches, des conjoints, conjointes de personnes autistes et des intervenantes et des enseignantes aussi dans le champ de l'autisme qui interviennent auprès de personnes autistes. Lisande, je te laisse continuer. Oui, donc, pardon, donc un peu pour vous dire deux mots sur notre démarche, sur ce que c'est la sociologie, un peu les idées de départ de la sociologie. Donc, on part peut-être pas tous du même point de départ. Donc, probablement que ce que je vais dire est connu par plusieurs d'entre vous, mais c'est pour qu'on puisse partir sur des bases communes. Donc, en sociologie, on parle beaucoup de construction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le philosophe des sciences, Ian Hawking, dit, par exemple, dire qu'un phénomène est socialement construit, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un phénomène n'est pas nécessairement naturel, inévitable, qu'il aurait pu être différent ou ne pas exister dans une autre société.
mais que ce phénomène est généralement tenu pour naturel, acquis, stable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour l'autisme? Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que l'autisme n'existe pas. L'autisme existe, mais ça veut dire que l'ensemble des idées, des représentations, des comportements, des attitudes collectives autour de l'autisme sont le résultat de différents processus sociaux. Et donc, très lié à cette conception de la construction sociale, on retrouve en sociologie le concept de représentation sociale. Donc, je vous ai mis la définition 101 qu'on apprend au baccalauréat en sociologie. Donc, ça a un petit pouvoir démystifiant. Donc, nous, ce qu'on nous donne comme définition quand on commence en sociologie, c'est vraiment celle de Durkheim. Donc, les représentations sociales, c'est des manières collectives d'agir, de penser, qui ont une réalité en dehors des individus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous contraint d'une certaine manière. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais souvent, on va recourir aux mêmes représentations sociales pour vivre en société, pour se parler, pour parler de certains phénomènes. Donc, ces manières collectives d'agir, de penser, ce n'est pas seulement des idées un peu abstraites, elles ont des effets dans le réel. Par exemple, ici, on possède certaines idées dans la société québécoise sur, par exemple, l'enfance, le développement de l'enfant. Donc, selon ces représentations sociales-là, par exemple, on doit stimuler les enfants et on attend d'eux qu'ils parlent assez tôt, très, très tôt en fait. Alors qu'en intervention interculturelle, on se rend compte que dans beaucoup d'autres pays, les attentes sociales envers les enfants sont très différentes et que donc ne pas très bien parler à l'âge de 4 ans, ce n'est pas du tout considéré comme un problème. Donc, vous voyez un peu où je m'en vais avec ça, c'est de dire que les représentations sociales varient, par exemple, selon les sociétés, et qu'elles ont des effets dans le réel sur nos manières de diagnostiquer, nos attentes sociales envers les individus, nos manières de les catégoriser, etc. Et donc, quand on parle de représentation sociale, c'est un peu l'idée de soulever cet ensemble d'idées et de nos normes sociales à propos des phénomènes. Et donc, c'est un peu ça qu'on vous propose aujourd'hui. L'exemple que j'aime donner dans mes cours et que j'ai pensé vous servir, c'est celui des projections cartographiques. Donc, une projection cartographique, c'est transformer une sphère en planisphère. Et donc, pour faire ça, comme vous pouvez imaginer, il faut faire certains choix. Et donc, comment on transforme cette sphère-là en planisphère? Il faut décider le sens qu'il va y avoir. Donc, dans la projection qu'on connaît tous, vous et moi, avec laquelle on a été élevés, par exemple, l'Amérique du Nord est en haut à gauche. Il y a certaines proportions auxquelles on est habitué qui, par exemple, ne correspondraient pas à la réalité. On pense que, par exemple, le continent africain devrait être représenté de manière plus large, etc. Donc, cette projection-ci, on a été un peu élevé avec cette représentation sociale. Elle nous paraît maintenant naturelle, évidente. Mais si on passe à la prochaine diapo, on pourrait imaginer une projection de la sorte. Donc, il y a différents cartographes, géographes qui s'amusent à des projections cartographiques différentes où, par exemple, le continent africain serait en haut à gauche, les proportions seraient différentes. Et cette projection n'est ni moins vraie ni moins fausse que celle précédente. C'est une représentation différente qui parle de la même planète Terre, mais ces deux représentations-là ont des effets différents sur notre manière de se représenter ce que c'est le monde. Donc, c'est un peu cette métaphore-là de la projection cartographique que j'aime donner pour parler de représentation sociale. L'outil plus précis qu'on vous propose aujourd'hui, si on passe à la prochaine diapo, c'est la grille de lecture là, pour organiser nos résultats. C'est la théorie qu'on appelle des arènes et des mondes sociaux. Qu'est-ce que c'est que des mondes sociaux? D'abord, on va commencer par ça. Ici, donc, on va vous proposer aujourd'hui trois mondes sociaux de l'autisme, donc le monde psycho-biomédical, le monde de la neurodiversité et puis le monde du handicap. Qu'est-ce que c'est? Un monde social, on peut dire que c'est comme un pôle de représentation. Ce sont des ensembles de représentations sociales. Et finalement, un monde social, c'est une manière de découper la réalité
et ça concerne tant des expériences que des discours. Et donc, quand plusieurs mondes sociaux existent autour d'un même intérêt, autour d'une même thématique, ici l'autisme, ça finit par constituer une arène sociale. Donc, si vous voulez, on pourrait parler de 3 mondes sociaux qui constituent la grande arène de l'autisme. Et donc, si on passe à la prochaine diapo, on vous a mis des petites flèches pour vous signifier ici que il faut le voir comme une grille de lecture souple. Hein? C'est beaucoup plus un outil qu'une grille définitive. Donc, il y a de la circulation entre ces 3 mondes sociaux-là. Ils sont en interaction, ils ne s'excluent pas nécessairement toujours, ils sont en dialogue, ils peuvent entrer en opposition. Donc, vous voyez, c'est une manière de catégoriser les représentations, mais il faut justement le voir comme un outil avec lequel on peut s'amuser, avec lequel on peut tenter des hypothèses. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, finalement, c'est d'explorer cette grande arène de l'autisme qui serait constituée, selon nous, par 3 mondes sociaux en mouvement. Et donc, Guillaume vous présenterait ce premier monde du monde biopsychomédical qui tourne autour du diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. Ensuite, je vais vous présenter le monde de la neurodiversité qui se centre autour d'une identité valorisée et puis d'une communauté autiste. Et finalement, Guillaume reviendrait avec le monde du handicap autour des besoins de soutien des personnes autistes. Je ne sais pas si, Guillaume, tu voulais continuer sur cette diapo-là pour ajouter ton grain de sel. Non, non, c'est bon, c'est une bonne présentation. Je pense que vous comprenez dans quoi on est. Donc, on va plonger tout de suite. Donc, le monde biopsychomédical, on le sait, c'est un monde, dans le fond, qui veut poser un regard objectivant sur l'autisme. Hein, dire qu'est-ce que c'est, à quoi on a affaire exactement, paramétrer qu'est-ce que l'autisme, trouver des outils. On va chercher à déterminer la ligne entre ce qui appartient à un trait de personnalité, de ce qui relèverait plutôt d'un trouble, justement. Donc, la ligne de partage entre le trait et le trouble. On va rechercher des causes aussi, beaucoup de l'autisme. On n'a pas beaucoup de réponses de ce côté-là, mais on travaille activement à rechercher les causes dans le champ de la recherche. Et quand je dis dans le champ de la recherche, biopsychomédicale, évidemment, en sociologie, on n'est pas très versé dans les causes, on est plus dans le phénomène social. Et donc, on va aussi s'intéresser aux interventions à préconiser auprès des personnes autistes. Donc, ça constitue un peu le cœur du monde biopsychomédical. Donc, je vais passer rapidement les critères diagnostiques parce que je pense que vous êtes familiers. Donc, c'est comme ça qu'on définit au niveau du DSM-5, dans le fond, l'autisme, comme ça qu'on le repère. Donc, comme je dis, je ne pense pas de m'attarder trop. La prévalence qui est en explosion depuis plusieurs années, dans le fond, avec une naissance sur 66 chez les jeunes âgés de 5 à 17 ans, un garçon sur 42, une fille sur 165. Ça, c'est amené à changer aussi. Présentement, on va en parler plus tard aussi. Donc, un phénomène qui gagne en importance, un phénomène qu'on veut justement mettre de l'avant de façon très objective. Et finalement, nous, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment les personnes se positionnent par rapport à ce monde biopsychomédical. Qu'est-ce qu'elles en disent, comment elles vivent avec le diagnostic et tout. Et donc, on va, et l'ensemble de la présentation va être faite comme ça, on va enchaîner avec des citations qui nous présentent le point de vue des personnes qu'on a interviewées. Donc, les personnes, je rappelle, les personnes autistes, les parents, les conjoints de personnes autistes, des enseignants, des intervenantes aussi dans le champ de l'autisme. Donc, ça nous intéressait de faire une plongée comme ça. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on n'identifie pas les noms des personnes qui nous ont parlé. On veut garder la confidentialité. Ça a été quelque chose qui nous a été demandé aussi. Donc, on n'a pas non plus partagé, dit c'est un homme ou une femme, à part quand c'est le cas de mère ou père. Et donc, on tenait à rester comme ça, assez anonyme, mais tout ça pour vous dire que ces citations-là ne sont pas anecdotiques, c'est des citations qui représentent vraiment le point de vue des personnes, puis qu'on a retrouvé ailleurs dans la littérature, sur les blogs et tout. Donc, on essaie d'exemplifier avec des citations types, finalement, des phénomènes. Donc, le rapport au diagnostic, pour certaines personnes, c'est un grand soulagement. Ça leur permet de comprendre ce qu'elles vivent, ça leur permet d'identifier
rétrospectivement dans leur vie, pour les gens qui ont eu un diagnostic plus tardif, dire « Ah oui, OK, je revois ma vie en fonction de ce diagnostic-là » et c'est très soulageant de pouvoir comprendre. C'était le cas ici. Pour d'autres, en plus du soulagement, dans le fond, on va dire, ben, c'est parfait parce qu'en plus, ça me donne un soulagement de savoir c'est quoi, d'avoir le bon diagnostic, mais en plus, ça va me cibler sur mes besoins, où j'ai besoin de soutien, où j'ai besoin d'aide. Et donc, les personnes vont dire, bon, ben, c'est vraiment aidant finalement d'avoir ce diagnostic-là. Ce n'est pas la majeure des personnes, puis on n'est pas là pour faire de la stat aujourd'hui, mais on veut représenter la diversité des points de vue. Et donc, d'autres personnes vont nous dire, ben, finalement, mon rapport aux critères diagnostiques, c'est que je les reverrais complètement. C'est inadéquat par rapport à ce que je vis, par rapport à qui je suis. La personne ici nous dit, bon, ben, ça a été fait par des neurotypiques. Et donc, ça, c'est la façon de désigner les personnes qui n'auraient pas d'autisme et qui auraient un développement neurologique plus, disons, normal, là, en faisant bien attention à ne pas stigmatiser non plus, là, dans le sens que si on suit une courbe normale, les personnes neurotypiques auraient une organisation neurologique plus similaire, alors que des personnes neuroatypiques, dont les personnes avec l'autisme, fonctionneraient autrement. Donc, la personne ici nous dit même que la grille de lecture, ça l'horripile, en fait. Ça ne correspond pas à sa façon d'organiser sa pensée. C'est insultant pour elle et elle se sent comme une bête curieuse quand elle est évaluée à partir de ces critères-là. Donc, on voit que le diagnostic, c'est une chose, les critères, c'est autre chose, comment ça peut être vécu. Une autre personne nous dit ben, c'est trop restreint comme définition, on s'arrête sur des dimensions, puis on fiche ça comme ça, alors que dans le fond, l'autisme, c'est la multitude des possibilités sur un continuum, sur un spectre. Et donc, il faut faire attention parce que le diagnostic, c'est trop figeant. Puis, on a quelqu'un d'autre qui aborde la question des personnes qui s'autodiagnostiquent, qui est un phénomène assez courant présentement, où les gens identifient chez eux des traits qui seraient autistiques et vont dire, bon, ben finalement, je suis autiste, s'auto-attribuer le diagnostic. Et la personne ici nous dit, à un moment donné, on voit des autistes partout. Tout le monde est un peu autiste? OK, mais tout le monde arrive, c'est vrai que tout le monde arrive essoufflé en haut d'un escalier, mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait de l'asthme. Je trouvais que l'image était très bonne en disant, puis encore une fois, je rappellerai cette idée de séparer le trait, de départager le trait du trouble. Cette citation-là, je la trouvais excellente pour montrer ça. Donc, différentes postures par rapport au diagnostic. Enfin, le rejet de la pathologisation. Hein, le diagnostic peut se faire accoler l'étiquette trouble. Ça dérange beaucoup. Donc, cette personne-là nous dit ben, « je ne suis pas un trouble, je ne suis pas une maladie, je suis une personne autiste. » Donc, on a cette posture-là qui est assez représentée aussi dans l'échantillon. Je te laisserai présenter le monde de la neurodiversité, disons. Oui, donc après ce premier monde où on est vraiment dans l'univers du diagnostic, du trouble et comment les personnes se positionnent par rapport à ça, on a un deuxième monde qu'on a appelé le monde de la neurodiversité, qui est une communauté, un monde social qui prend son envol dans les années 90, notamment en ligne, autour de l'idée de l'autisme comme une identité valorisée, plutôt que comme un trouble. Donc, on est en opposition avec ce premier monde, en quelque sorte. Et donc, à partir de l'idée de diversité, on la retrouve un peu partout, biodiversité, diversité sexuelle, diversité corporelle. Donc, on a la montée de la neurodiversité dans les années 90. Et c'est l'idée de postuler que tous les cerveaux sont différents et que toutes les variations neurologiques sont valides. Et donc, on s'éloigne de l'idée de déviation de la norme pour aller vers l'idée de variation au sein de la diversité. Et donc, c'est toute la construction de cette identité autiste qui s'inscrit dans un processus historique plus large de reconnaissance, de réappropriation des catégories par les groupes, par les individus. Et donc, il y a différents mouvements sociaux qui ont eu en commun de remplacer la pathologie, une anormalité supposée par quelque chose de l'ordre justement de l'attribut, de la singularité, de la variation.
Et ce qui impliquerait que toutes ces variations ont chacune leur place sur les spectres de la diversité. On pense au symbole de l'arc-en-ciel pour les communautés LGBTQ+. On est un peu dans le même état d'esprit de l'ensemble des couleurs sur un arc-en-ciel. Il y a quand même cette opposition entre ce qui serait être neurotypique et neuroatypique qui va naître, comme Guillaume l'a dit. Donc, qu'est-ce qui serait un fonctionnement cognitif typique et atypique? Et donc, cette position, par contre, ça va être l'occasion de renverser un peu les perspectives pour la communauté autiste et de dire pourquoi est-ce que les rapports sociaux et le quotidien devraient être dominés par une manière de penser neurotypique. Et donc, il va y avoir tout un humour autiste autour de ce que serait, par exemple, le trouble neurotypique. Et donc là, on va dire, les neurotypiques ne s'intéressent pas au train, ils n'ont pas de passion. Donc, vous voyez un peu un renversement humoristique de perspective pour un peu soulever le fait que ça ne va pas de soi pour eux, en fait, comment la société est organisée dans des modes de fonctionnement neurotypiques. Et donc, comme la diapo le signifie, on va aller dans un processus de dépathologisation pour dire que les variations ne sont pas problématiques en soi. Et donc, on va remettre en question les normes et les codes neurotypiques pour faire apparaître tout un autre fonctionnement que l'on considère aussi valide, voire même riche. Et donc, qu'est-ce que les personnes autistes qu'on a rencontrées nous disent en lien avec ce monde, quand ils mobilisent ce monde? Donc, écoutez, la neurodiversité, je suis d'accord, c'est un fait biologique neutre. Donc, on nous parle d'un fait objectif. Il y a toute une autre série de problèmes, bien sûr, à rebiologiser des identités, alors qu'il y a plusieurs mouvements sociaux qui ont tenté de faire le contraire, de tout faire pour sortir de l'essentialisme. Mais dans le monde de la neurodiversité, il y a vraiment la promotion d'un ancrage neurologique dans la variation cognitive, dans le but, probablement, d'apporter une certaine crédibilité à la différence et de dire qu'elle nous constitue entièrement comme personne. Une autre métaphore qui est souvent utilisée, on dirait que tu lis dans mes pensées, Guillaume, tu fais la transition parfaitement. Une autre métaphore qui revient souvent, c'est la métaphore des connexions différentes dans le cerveau. Donc, on va dire « je suis câblé de cette manière-là ». En anglais, ils vont dire « wired »,« differently wired ». Et donc, c'est l'idée que mon cerveau est différent, je ne peux rien y faire. C'est une autre manière d'organisation des connexions. Donc, on va parler aussi de différence si on va à la prochaine diapo. Donc, on va dire que c'est une différence, on n'a pas besoin d'être guéri, il faut juste être accepté. Et aussi le fait qu'on essaie souvent de faire entrer ces diagnostics-là, ces personnes-là, ces expériences-là, dans des cases qui ne leur conviennent pas. Donc, cet appel à une communauté a été très important dans l'évolution sociale des mentalités autour de l'autisme. Et donc, se constituer en mouvement de reconnaissance autour de l'identité autiste, ça a vraiment été important, justement, pour pouvoir, comme ici la personne nous le dit, se regrouper, se parler, se créer en groupe, se reconnaître en groupe. Et là, par exemple, où on peut atteindre pour certains les limites de ce monde-là, du monde de la neurodiversité, c'est que ça peut paradoxalement, ou pas vraiment paradoxalement, mais ça peut par le même geste rendre invisibles les difficultés qui peuvent être associées avec le fait d'être autiste. Donc, si on passe à la prochaine diapo, par exemple, il y a des personnes autistes qui vont nous dire moi, j'ai l'impression d'associer, par exemple, l'autisme à l'intelligence et tout le mouvement de certaines personnes Asperger qui font la promotion de leur type d'intelligence. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans parce que ça invisibilise mes difficultés. Donc là, c'est bien tentant de faire le parallèle avec ce que vous avez vu la fin de semaine dernière, Elon Musk, qui a fait son coming out d'Asperger. Et donc, des représentations comme ça, c'est sûr, autour du génie un peu incompris, ça ne rejoint pas tout le monde, évidemment. Et donc, si vous parlez d'une identité valorisée et d'une intelligence supérieure, par exemple à la mère d'un enfant non-verbal qui a un haut niveau de besoin,
bien, elle va vous répondre d'accord pour l'identité positive, là, pas de problème, mais moi, j'ai un grand besoin de service. Donc, vous voyez un peu à un moment donné qu'on peut arriver à aller aux limites de certains mondes. Comme on l'a dit depuis le début, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter ou tout accepter, mais c'est simplement qu'à un certain moment, on atteint les limites de la neurodiversité quand certaines représentations sont moins inclusives. Et donc, vous avez vu donc, cette dernière diapo du monde de la neurodiversité, une personne qui nous dit ceux qui croient que l'autisme est une différence sont allergiques au mot handicap. Ceux qui croient que l'autisme est un handicap sont allergiques au mot différence. Donc, c'est une manière pour cette personne-là de dire que ce ne sont pas toutes les représentations sociales qui sont inclusives, que ce soit dans chacun des trois mondes. Et donc, c'est ce qui nous mène un peu naturellement au dernier monde, celui du handicap que Guillaume va vous présenter. Oui, donc allons voir du côté du handicap, qu'est-ce que les gens nous disaient là-dessus. Ben, premièrement, le monde du handicap, c'est un monde qui se veut inclusif, justement, de ne pas laisser personne invisible, en fait, de rendre visibles les besoins des familles. C'est une vision écosystémique du handicap aussi, beaucoup qui est promue dans l'arène de l'autisme, c'est-à-dire que les personnes en soi ne sont pas des personnes handicapées, mais que les situations sociales dans lesquelles elles interagissent sont handicapantes. Et donc, c'est de voir le lien entre l'individu et la société, finalement, c'est là que ça coince plus. Donc, quand on disait tantôt, dans le fond, d'être atypique dans un monde neurotypique, c'est problématique et ce n'est pas de la faute des personnes autistes comme telles. Vous voyez un peu la logique et on va la voir aussi dans les autres citations. Donc, la mère ici qui nous dit, une mère d'un enfant autiste qui nous dit justement que c'est la société qui est handicapante, finalement, qui pose problème. Je crois que j'ai skippé. Ouais. Donc, à la question, l'autisme est-il un handicap? La personne nous dit aussi, je ne suis pas très attaché, moi, finalement, à l'idée de trouble ou de handicap parce que c'est péjoratif. Donc, on a ce côté-là aussi, c'est répulsif, le handicap. Même si on parle de situation de handicap, les personnes ne sont pas prêtes à endosser ce mot-là. Hein. On préfère, évidemment, le langage de l'identité valorisée dans la neurodiversité plus positif. On sent que le handicap, ça peut nous tirer vers l'arrière ou nous garder dans la stigmatisation, finalement. Par contre, si la personne n'adhère pas à l'idée de handicap, elle dit quand même qu'elle a souffert toute sa vie. Donc, il y a quelque chose d'handicapant là-dedans. La personne avait des difficultés. Donc, comment nommer ces difficultés sans verser dans l'identité handicap ou trouble et sans verser complètement dans l'identité valorisée? Une personne qui nous dit que son médecin, lui, avait dit qu'à son niveau, l'autisme n'était pas considéré comme une maladie, puis ce n'était pas considéré non plus comme un handicap. Parce que son médecin ne voyait pas en quoi la personne pouvait se considérer handicapée. Et il nous dit quand même, cette personne-là, c'est un handicap social quand même, parce que c'est ardu, c'est difficile de communiquer, c'est difficile de comprendre, c'est énormément d'énergie. Moi, je réussis à fonctionner, mais ça me demande des ressources pas possibles et tout. Et donc, cette personne-là qui était comme tentée de dire, oui, j'ai un handicap social, mais avec son médecin qui ramenait un peu, selon les critères très psychoparamétriques, finalement, qu'il ne cotait pas au niveau du handicap. Une autre personne ici nous dit à l'interne comment ça se passe en elle, dans le fond. Quand elle est en contexte social, elle sent que l'autisme, c'est une faiblesse, donc possiblement un handicap, une limitation. Alors que quand elle est seule dans son cahier, c'est une personne qui dessinait finalement, là, c'est sa plus grande force, l'autisme. Donc, cette vision-là double de la même condition est assez transversale aussi dans ce qu'on a vu. Donc, une espèce de lien amoureux avec l'idée de handicap, je dirais. On voulait voir, on a fini les trois mondes. Je ne sais pas, Lisande, si tu veux compléter, toucher un mot sur ça avant de passer à la prochaine section. Non, moi, c'est beau. Puis justement, je trouve que cette section-là que tu vas nous présenter, l'autisme de demain, pardon, et non pas de devin, l'autisme de demain, ça fait un peu une synthèse de ce qu'on vous a présenté en ouvrant un peu le début de la discussion. Donc, si vous voulez, Guillaume va vous présenter cette partie-là, puis gardez en tête ce que ça vous dit. Oui, tout à fait.
Donc, on a voulu voir qu'est-ce que les gens projettent. Hein. Le phénomène est en émergence, il se passe devant nos yeux. Pour des sociologues, c'est vraiment fascinant de voir la réalité se construire au fur et à mesure. Et donc, on est dans ça et on essayait de voir avec les gens comment vous projetez la suite des choses là, avec ce phénomène de prévalence qui explose, de liens multiples à la neurodiversité, tout ça. Et donc, une première personne, une enseignante qui nous dit qu'il faut aller vers une plus grande acceptabilité sociale, que c'est pas parce que les gens ont des comportements qui nous paraissent atypiques, justement, qu'il ne faut pas être compréhensif, puis qu'un environnement qui serait bienveillant, finalement, contribuerait de beaucoup à réduire l'anxiété que vivent ces personnes-là. Donc, quelqu'un d'autre nous dit au niveau du diagnostic fait aux femmes, finalement, c'est en train de changer. Ça se passe là, on ne l'a pas encore dans les chiffres tout à fait, mais on est en train de revoir justement, en train de remettre en question l'évaluation du trouble du spectre de l'autisme, qui serait plutôt axée sur une vision très masculine finalement dans ces critères et qui voilerait un nombre de femmes qui composeraient avec l'autisme. Donc ça, c'est en train de changer, comme on nous dit. Une autre personne nous dit qu'il faut continuer à expliquer que l'autisme, ce n'est pas une tare. Hein? Les gens peuvent être fonctionnels, ils peuvent apporter, ils ont une vision du monde qui leur appartient, qui est intéressante et éventuellement, dans l'intégration dans la communauté, c'est enrichissant de réfléchir avec tout le monde et pas faire des catégories excluantes. Une autre personne qui nous dit, on l'a entendu plusieurs fois aussi, c'est un peu comme le phénomène avec l'homosexualité ou les transgenres qui se sont émancipés finalement des catégories pathologisantes. Hein. On pense que l'autisme, peut-être son essor peut passer par là. La personne nous dit ici que certains organismes vont quand même tenter de trouver les causes, vont tenter d'éradiquer évidemment avec des différentes techniques l'autisme. Personne nous dit, finalement, moi, je ne pense pas que ça va arriver parce que c'est hyper complexe, puis on existe, puis on a une légitimité d'être au monde. Puis, je ne vois pas du tout l'intérêt, finalement, d'éradiquer le phénomène de l'autisme. Il faut apprendre à vivre avec, socialement, comme individuellement. Enfin, une petite conclusion, justement, pour l'amorce de la discussion. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, puis peut-être que ça peut vous parler à certaines personnes qui sont plus en intervention, nous, ce qu'on a vu, c'est que mobiliser les grilles des mondes sociaux avec les personnes autistes et leurs proches, ça nous a permis quand même de creuser autour du sens qu'ils donnent aux diagnostics, à leurs critères, de voir à quel niveau ils adhèrent, quelles sont leurs critiques, quels sont leurs sentiments liés au diagnostic aussi. C'était hyper riche. Aujourd'hui, on fait un grand survol parce que le temps est un peu concis, mais on a de quoi écrire des articles là-dessus, ça certainement. Ensuite, ça nous a permis de voir leur position par rapport à une identité valorisée. Hein. Comment ils se détachent du trouble, comment ils se positionnent face à ça. C'est hyper riche, hyper intéressant. Et enfin, le troisième monde, plus du handicap, nous a permis d'identifier les besoins de soutien, puis d'identifier les situations qui sont les situations sociales qui sont susceptibles de devenir des situations de handicap. Et donc, on voyait là peut-être un levier justement pour les personnes du côté de l'intervention d'aborder de front ces trois mondes-là de façon mutuelle et non exclusive, donc, et de voir comment tout ça peut bouger, que ce n'est pas grave si les choses ne tombent pas pile dans un des mondes, qu'il y a des entre-deux, qu'il y a des situations liminaires, qu'il y a toutes sortes, il y a justement un continuum de possibilités autour de ces objets-là. Et nous, c'est ça, c'est la façon donc d'organiser l'arène qu'on trouvait qu'il y avait un potentiel aussi de levier d'intervention. Là-dessus, on aimerait beaucoup vous entendre. C'est ce qui clôt donc votre présentation, cet appel à entendre les gens. C'est ça, Guillaume, ce que je comprends? Tout à fait. Excellent.